Quand on survole le sultanat d'Oman, pays bordé d'un côté par les Émirats arabes unis et de l'autre par l'océan Indien, la première chose qui frappe, c'est la grande richesse des paysages qui s'offrent aux voyageurs. La deuxième, c'est la douceur de vie qui règne ici et l'accueil chaleureux des Omanais. Bienvenue dans ce coin méconnu du Moyen-Orient, surnommé depuis la nuit des temps l'Arabia Felix, l'Arabie heureuse. Au sein des montagnes du Hajar, épine dorsale du pays, se nichent de nombreux villages, dont celui de Bilad Seit. Ce village hors du temps s'apprivoise à pied, au rythme d'une randonnée. Une approche tout en douceur qui permet de s'immiscer discrètement dans le quotidien d'un village retiré du monde. Et là, on va arriver près du Majlis, donc la pièce communautaire du village, où ils se réunissent, où le conseil du village se réunit. مسوي 40 هلا 40 نباته هو المدلق الاخير هذا الفحل لابن صالح يرجع به مع قنقر سنه Le système d'irrigation local, dont dépend encore aujourd'hui la survie de ces villages isolés, s'appelle le falage. Il a été introduit par les Perses il y a plus de 4000 ans. Il y a un conseil de village et pour la répartition de l'eau là qu'on entend couler derrière nous par exemple, tout est régulé par ce conseil de village. Des milliers de kilomètres de petits canaux reliés aux sources souterraines de montagne irriguent les cultures en terrasse et les palmeraies. Dominant le village, la forteresse naturelle que forme le Hajar oriental culmine à plus de 2000 mètres par le plateau de Birkat al-Sharaf.
Au-dessus des randonneurs, un couple de vautours percoptères effectue un ballet nuptial bien orchestré. Ces oiseaux migrateurs font partie des 465 espèces recensées à Oman. Afin de les protéger, le sultan Qaboos bin Saïd, au pouvoir depuis 1969, a créé de nombreuses réserves naturelles, dont celle des îles d'Emaniyat, situées au large de la capitale, Mascate. La réserve, composée d'un archipel de 9 îles, s'étend sur plus de 200 km². Robert Baldwin, biologiste marin d'origine anglaise, connaît le moindre recoin de ces îles. Depuis 15 ans, lui et son équipe de chercheurs travaillent en collaboration avec le ministère de l'Environnement pour protéger les différentes réserves marines du pays. Donc tous les matins, nous arpentons chacune de ces plages à la recherche d'indices qui nous signaleraient qu'une tortue aurait pondu la nuit précédente. Ensuite, nous enregistrons combien de tortues ont pondu sur chaque plage. Puis nous effaçons les traces afin de ne pas nous tromper le lendemain matin lorsque nous vérifions à nouveau. Normalement, quand ils éclosent, les œufs sont tout au fond du nid. Ensuite, les bébés tortues commencent leur ascension en repoussant le sable. Celles-ci sont des tortues à écailles, une espèce gravement menacée. C'est le dernier stade avant la disparition. Donc elles sont vraiment en voie d'extinction. Dans ces îles ici, c'est la densité de ponte sur un même territoire qui est remarquable. Bien qu'il s'agisse de relativement peu de tortues, environ 400 femelles, c'est en réalité une grosse quantité pour un si petit secteur. Ce qui nous permet de protéger un grand nombre de tortues assez facilement.
Rasalat, réserve naturelle de plus de 120 km² de côte, est un endroit unique au monde. Plus de 40 000 tortues vertes reviennent pondre ici chaque année. En 2008, à l'intérieur de la réserve, a été créé Ras Al Jins, un centre pédagogique, un musée et un observatoire scientifique dédié à la protection des tortues. C'est l'unique endroit où le public est autorisé, en petits groupes, à observer le phénomène de la ponte, encadré par une cinquantaine de guides locaux qui patrouillent également sur les lieux. Mais malgré la présence de scientifiques et de guides, la menace des prédateurs pèse sur les tortues, que ce soit les renards, les mouettes ou même les pêcheurs. Seulement 3 bébés tortues vertes sur 10 000 atteindront l'âge adulte. Robert et son équipe militent pour une politique environnementale afin de protéger ces lieux exceptionnels. Actuellement, nous tentons d'enquêter sur la vie et l'environnement qui existent ici. Donc, nous observons les ressources naturelles et nous tentons de comprendre le système marin. Nous observons les fonds sous-marins en se concentrant sur les coraux et les poissons. Et nous nous intéressons également à ce qui existe sur les îles, en particulier les tortues qui pondent ici, la nidification et la flore. Et ainsi, nous pourrons établir une encyclopédie à partir de toutes ces données récoltées. De l'autre côté de l'île principale des Démaniyat, les collaborateurs de Robert, Andy Wilson et Ian Benson, partent faire un relevé des fonds marins. Okay, after 3. Beaucoup de mérous en fait, plus que je ne le pensais. Et plein de ludgens aussi. T'as remarqué que beaucoup de coraux ont une maladie rosâtre, comme des bandes qui apparaissent? On dirait un début de nécrose. Je l'ai constaté à beaucoup d'endroits. Nous sommes ici pour constater l'abondance et la diversité des espèces, et ce, afin d'établir l'état de santé du récif. Notre but ultime est de suivre les évolutions sur le long terme, pour établir une sorte de plan de gestion de la réserve. Donc, il faut observer ce que les ressources naturelles subissent, afin de pouvoir gérer efficacement la réserve par la suite.
Pour sauvegarder des lieux tels que celui-ci, nous devons leur donner une valeur économique. Nous pouvons en interdire seulement l'accès, tout en espérant que les gens vont accepter de ne pas s'y rendre. Nous avons appris que ça ne fonctionne pas ainsi. Il vaut mieux trouver une utilisation durable du site qui permettrait aux gens de visiter cet endroit spectaculaire et très intéressant, de l'apprécier, d'en comprendre sa valeur inestimable, et pas seulement sa valeur économique. Si nous interdisions la réserve, peut-être que ce niveau de compréhension ne serait pas atteint. Les eaux bleu turquoise s'effacent, laissant place à un univers minéral étrange. Le désert de silice, aux portes du Waiba Sands. C'est au milieu de cette terre de feu et de cailloux arides que le groupe de randonneurs bivouaque pour une nuit. À leur tête, François Pillon, guide français de montagne, spécialisé dans la randonnée écologique et responsable. Il y a aussi tout un esprit, à savoir que la rencontre avec les gens est assez favorisée et que, par exemple, l'approche par la marche à pied, c'est le meilleur vecteur pour aller au contact des gens. Ce qui nous est arrivé l'autre jour, par exemple, sur la balade, la boucle d'Arousse, où on a vu les gens qui remontaient de la Palmeraie avec leurs citrons séchés, etc. C'est extraordinaire, quoi. On discute 5 minutes, ils nous déballent leurs marchandises pour nous faire voir. C'est fort, ça. C'est sûr que c'est la fève. Il y a cette fameuse notion de capacité de charge d'un territoire. À 12, on laisse assez peu de traces. Si tu mets 5000 personnes sur la même zone, c'est complètement différent. C'est pour ça aussi qu'il est important pour nous de se déplacer en petits groupes. On favorise le contact, on laisse moins de traces, on peut faire travailler plus de personnes. C'est quand même des choses qui sont importantes. On va aller se baigner à Wadi Bani Khalid, puis revenir à Mintarib. Voilà, alors depuis la pointe, là où il y a le centre des tortues, on va ensuite repartir en direction de Sour. Même si le dromadaire, ancien vaisseau du désert, a depuis longtemps été remplacé par le 4x4, il reste la fierté des Bédouins qui en possèdent toujours quelques-uns. Pour la plupart, ils errent paisiblement en semi-liberté dans le Waiba. Cette mer de sable, située au cœur du pays, rappelle que 80% du sultanat est désertique. Au
Au milieu du désert ou au détour d'une montagne, il n'est pas rare de tomber sur un wadi, ce qui signifie rivière asséchée. Notion trompeuse, en témoignent les piscines naturelles et les cascades du wadi Bani Khalid. Quel régal! Hein? Quel régal! Ah bah c'est le pied là. D'un wadi à l'autre, les changements de décor sont parfois saisissants, tant au niveau de la végétation qu'au niveau de la composition de la roche. Et parfois, ces rivières asséchées cachent quelques secrets que seuls les spécialistes connaissent. On va compléter donc notre étude dans le wadi Al-Abyad en regardant ce qui est entre les deux palmiers qui sont devant nous. Thierry Grand, géologue grenoblois, est l'un d'entre eux. Il organise des treks à thème. Les 4/5e supérieurs de la falaise sont constitués d'une roche beaucoup plus claire que ce qu'on a à la base. Donc on essaiera de comprendre un petit peu plus tard comment donc ce plancher océanique, qui habituellement est à 4000 mètres sous le niveau de la mer, est lisible ici, sur les contreforts de la montagne omanaise. Nous sommes à cet endroit-là, dans une entaille à l'intérieur d'un plancher océanique. Donc ça, c'est la particularité de la montagne omanaise, c'est d'avoir un plancher océanique sur le dos de la montagne. Voilà, et là, j'arrive sur la zone de contact. À cet endroit-là, j'ai les pieds dans le manteau terrestre. Et là, j'ai la tête. Nous avons la tête au niveau de la croûte océanique. On profite donc d'un thème culturel qui est la géologie, qui nous permet de visiter donc ce beau pays et cette montagne d'Oman. Alors si vous voulez, pour simplifier, Oman, c'est le stade qu'ont connu les Alpes il y a à peu près 60 millions d'années. Seulement, il faudra attendre encore peut-être 2 ou 3 millions d'années avant qu'Oman devienne une montagne du type Alpes ou Himalaya. Donc cette différenciation entre ce manteau et cette croûte s'est faite il y a à peu près 100 millions d'années. Donc de cette limite, 100 millions d'années vous contemplent.
Dans le Djebel Akdar, la montagne verte, Ahmed a imaginé une manière originale de partager l'univers de son village avec le monde extérieur. Son village s'appelle Misfat al-Abriyin. Pendant des siècles, ce fut un carrefour où les marchands ambulants qui sillonnaient la région avec leurs ânes chargés d'articles se retrouvaient avant de passer le col derrière le village. Ces visites étaient accueillies par les cris de joie des enfants. Quand les marchands arrivaient sur la place du village, les habitants se pressaient autour d'eux réclamant les dernières nouvelles du monde. Mais le village a perdu peu à peu cette agitation qu'Ahmed souhaite remettre au goût du jour grâce à son projet touristique. Bonjour, vous allez bien? Vous pouvez préparer les ânes? Tout à l'heure, nous allons partir en montagne. D'accord? C'est entendu. Ahmed fait visiter sa maison familiale, vieille de plus de 200 ans, qu'il a transformée en gîte. Comme tu le sais, la maison comporte 3 pièces. Ici, la pièce ouest. Elle est encore comme elle était. Le plafond est resté comme il était, en troncs de palmier peint. Et les murs sont recouverts de sarre rouge, l'enduit à l'argile rouge locale. J'ai pensé à la laisser en l'état, sans modifier ni le plafond, ni les murs, ni rien du tout. Laisser tout ça authentique. Un bel endroit. Celle-ci, la cruche suspendue, est restée dans sa forme traditionnelle. C'est très bien ça. Boire à la cruche est excellent. Ici, c'est la pièce Est, qu'on a laissée aussi comme c'était. Si ce n'est qu'on l'a nettoyée, évidemment, et laissé les meubles comme ils étaient pour respecter le style ancien. Ici, la pièce centrale, habituellement, on l'utilisait pour manger. C'était une salle à manger? Oui, la salle à manger ou la pièce à recevoir les visiteurs. Ce projet est important pour la raison suivante. La préservation des maisons anciennes. Ce sont des vestiges qui remontent à des centaines, voire à des milliers d'années. Et si on ne les préserve pas d'une manière ou d'une autre, elles tomberont en ruine. Et il sera difficile dans ce cas de les reconstruire. Ainsi, quand le touriste séjournera dans une des maisons, que ce soit à Misfat al-Abriyin ou tout autre village comme Bilad Saïd, il parviendra à approcher la culture omanaise en vivant avec les familles locales, en profitant de la diversité culinaire omanaise, en échangeant culturellement avec ces familles et par extension avec le peuple omanais. Parmi les prestations qu'on offrira dans le cadre du projet des maisons d'hôtes, on pourrait proposer des balades en montagne avec les ânes, l'escalade, l'arrosage par canaux d'irrigation, le falage et l'agriculture. Et de ce fait, le touriste pourra aborder l'expérience omanaise de plusieurs manières. يلعب الحمير نبغى يصوروه هذا طبعا في التلفزيون يلا
On dit qu'Oman a un pied dans le passé et un pied dans le futur. C'est en se promenant dans sa capitale, Mascate, et plus précisément dans le quartier de Moutra, que cette dualité est la plus visible. Entre les boutres anciens ancrés dans la baie et les voitures modernes circulant sur la corniche. Un lieu où les jeunes d'aujourd'hui flânent sous les balcons sculptés du XVIIe siècle, vestige d'un impressionnant empire maritime qui s'étendait de Zanzibar à la Chine, en passant par l'Inde. Malgré une modernisation spectaculaire du pays grâce à la manne du pétrole, Oman a toujours eu une volonté farouche de préserver son âme et ses traditions. Comme le montre le festival de Mascate, célébration annuelle de la culture omanaise. Pour fuir le bruit et la chaleur de la capitale ou s'offrir un repos bien mérité, cap sur le Musandam, enclave au nord d'Oman, qui donne sur le détroit d'Ormuz. Avec ses falaises accidentées et sa côte très découpée, cette péninsule a été surnommée la Norvège du Moyen-Orient, car au fond de ses fjords se dissimulent de petites plages de sable blanc. Sur une de ces plages, loin des regards indiscrets à côté d'un village de pêcheurs, se situe le Six Senses Hideaway à Ziggy Bay.
Ce complexe hôtelier simple mais raffiné est dédié au luxe responsable. Tout en ayant une éthique écologique et durable exigeante, le Six Senses propose à ses clients des prestations haut de gamme dans une atmosphère détendue. Tara Hammond est chargée de faire respecter l'engagement écologique et durable de cet établissement. Ici, mon rôle, c'est de réduire au minimum notre impact au Musambdan et à Ziggy Bay, sans oublier notre collaboration avec les locaux. Au niveau de l'environnement, nous avons établi un programme intitulé « Gestion holistique de l'environnement » qui tend à trouver les différentes façons de réduire la consommation d'eau, l'utilisation de pesticides et de produits chimiques, afin de rendre notre établissement le plus inoffensif possible pour la nature. Nous collaborons de près avec tous les départements, les ingénieurs et nos employés. Nous essayons également d'instruire les invités sur les différentes manières de réduire leur empreinte écologique quand ils viennent ici à Ziggy Bay. I start. My name is Gloria. What's your name? My name is Abdullah. Hello, Abdullah. My name is Gloria. What's your name? My name is Saïd. Saïd. Hello, Saïd. Okay. En termes d'implication sociale, nous sommes engagés à ce sujet et j'en suis aussi responsable. Ici, à Ziggy Bay, comme nous partageons le site avec un petit village de pêcheurs, nous sommes devenus très proches d'eux. Et beaucoup d'hommes du village travaillent à l'hôtel. Donc nous considérons leurs enfants comme faisant partie intégrante de la famille. Nous donnons des cours d'anglais hebdomadaires, aussi bien aux garçons qu'aux filles. Nous espérons que l'apprentissage de l'anglais leur servira à l'avenir, s'ils souhaitent travailler à l'étranger ou à l'hôtel. Notre voyage s'achève ici, sur les rives du golfe d'Oman, aux portes de l'Arabie, avec le sentiment d'avoir rencontré un pays aux visages multiples, accueillant et authentique.